Et bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 5 octobre et nous sommes sur un live Twitch particulier. Mois d'octobre, c'est la Cyber Month ou le Cyber Month, le mois dédié à la sécurité. Quoi de mieux aujourd'hui pour parler de cybersécurité et de plein de sujets autour que de recevoir notre équipe Trust and Safety de chez OVH Cloud. Donc je vais vous laisser vous présenter. Donc aujourd'hui, je suis accompagné donc d'Alexandre et C'est l'inverse. d'Alexandre qui est là. Pardonnez mon léger strabisme. Alexandre et Xavier, je vais vous laisser vous présenter. Oui, bonjour, moi je m'appelle Xavier, je suis directeur juridique pour la partie éthique et conformité chez OVH Cloud, au sein du département juridique. Et donc, moi, je m'appelle Alexandre, donc je m'occupe de diriger l'équipe Trust and Safety, à proprement parler, donc rattachée au département juridique sous la direction de Xavier. D'accord, donc du coup ça va être super intéressant, parce que ici d'habitude sur les lives on n'a pas trop l'habitude d'aborder des sujets légaux voire juridiques, donc c'est l'occasion rêvée pour aborder un petit peu ça. Trust and Safety, globalement on va voir un petit peu ce que ça veut dire, mais d'abord la Cyber Month. Qu'est-ce que c'est que la Cyber Month, si on peut en parler, dans quel cadre on est là aujourd'hui? Alors, le Cyber Month, en fait, c'est tout le mois d'octobre. C'est tout un tas d'animations faites notamment par l'ANSSI, par cybermalveillance, etc., pour sensibiliser à tous les risques qu'il peut y avoir sur Internet, le phishing, des choses de ce type-là. Donc, vraiment, faire une sensibilisation aussi bien pour les professionnels que pour le grand public à tout ce qui va être attrait à la cybersécurité. Et nous, en fait, notre équipe, on est sur une branche un petit peu particulière de la cybersécurité. On s'occupe plutôt de la partie cybercriminalité. Donc c'est un petit peu différent, mais on partage un certain nombre de choses. Enfin, on va détailler après. Donc c'est un petit peu dans ce cadre-là de montrer un petit peu des aspects de ce métier qui est un petit peu confidentiel. D'accord, donc votre équipe c'est Trust and Safety, mais c'est pas juste un nom d'équipe, c'est quand même, c'est quoi? C'est quelque chose qui a une existence propre à part en dehors de chez nous. Qu'est-ce que c'est que le Trust and Safety? Alors, ça, c'est peut-être Xavier qui peut expliquer un peu l'historique, parce qu'il y a toute une histoire derrière. En fait, c'est un métier qui est pas tout jeune, mais le nom Ah, Trust and merci. Safety est assez récent. Mais effectivement, ça existe depuis presque le début d'Internet, je pense, hein, au final. Ouais. Ouais, bah, moi j'ai commencé en octobre 2000 chez Yahoo. J'ai monté le département qu'on appelle aujourd'hui, enfin qu'on appelait à l'époque Abuse, c'est-à-dire la gestion du précontentieux et de l'ensemble des signalements qu'on pouvait recevoir. Alors, j'étais chez Yahoo France, donc je ne m'occupais à l'époque que de la France pendant quelques années, mes premières années chez Yahoo. Et on a vu une évolution un petit peu de ce métier-là depuis 23 ans. Où à l'époque, donc c'était moi, juriste, détaché du service juridique au sein du service client pour m'en occuper, préparer les procédures, préparer les réponses types et la gestion de l'ensemble des signalements. Et petit à petit, à partir du moment où tout ça avait été plus ou moins mis en place, alors c'est une époque aussi où il n'y avait pas de réglementation spécifique, puisque la première grosse réglementation concernant Internet est arrivée en 2004 avec la LCEN, la loi de confiance en l'économie numérique, et qui a un petit peu cadré l'ensemble des règles et des responsabilités de chacun. Et c'est à l'époque, à peu près à ce moment-là, où j'ai réussi à avoir l'ensemble des procédures et des réponses types et de ce qu'il fallait faire de manière claire et cadrée. Et c'est donc un métier qui est reparti en fait au service client. Et moi, je suis parti m'occuper d'autre chose, toujours chez Yahoo à l'époque. Et aujourd'hui, il y a un mouvement de balancier un peu dans l'autre sens. Où petit à petit, ce métier qui était en fait, qui était revenu, qui était arrivé au service client, qui est reparti côté juridique du fait d'une actualité réglementaire très forte, avec notamment l'arrivée du DMA pour les grandes plateformes et pour nous, les hébergeurs du DSA et des autres réglementations. Je vais t'arrêter sur les acronymes entre DMA et DSA. Moi, je sais que ça ne va pas me parler du tout. C'est pour Mais ça que je précise. du coup, ça consistait. Alors là, on est en 2004, hein, donc j'imagine si c'est Yahoo, c'est pas que des directives. La NCN, c'est pas que français ni européen, donc c'est des directives Alors, internationales. alors non, c'est une directive européenne qui était la directive e-commerce de 2001, qui a été
qui a été implémenté en France, qui a été transposé en France aux alentours de 2004, suite à un certain nombre de travaux, aussi bien du Sénat que de l'Assemblée nationale, et j'ai participé à l'ensemble de ces travaux-là. Ça a mis pas mal de temps quand même pour être transposé correctement. Voilà, après ça a permis de mettre en place le régime de responsabilité limitée des hébergeurs. Et du coup d'être en mesure de pouvoir sereinement récupérer les signalements, les traiter de manière sereine, et surtout de clarifier la responsabilité aussi des gens qui écrivent, postent sur des sites et qu'ils sachent qu'eux sont responsables de ce qu'ils écrivent et de ce qu'ils publient. D'accord, donc là, quand on parle d'hébergeur, on est sur quel type d'hébergement? Tu disais, dans ce cas-là, c'est du contenu, c'est de la publication? Alors, aujourd'hui, il faut distinguer deux régimes, on va dire, qui sont, les plateformes et les très grandes plateformes, qui sont régies notamment par le DMA, sur lequel, en fait, on est vraiment sur de la gestion de contenu. Nous, on est hébergeur, donc on propose des infrastructures à nos clients. Et donc, du coup, c'est un peu différent. Nous, on a un régime qui est un peu différent des grandes plateformes type Facebook, LinkedIn, Twitter, etc., etc. Je pense qu'on reviendra après justement sur le distinguo entre ce qui est contenu et ce qui n'est pas contenu. Je crois. On en reparlera un petit peu après. Donc du coup, il y a une différence. Alors Abuse, avant, bon, c'était quoi en gros le métier d'Abuse avant? Qu'est-ce que c'est que le métier d'Abuse aujourd'hui? Et qu'est-ce que c'est que le métier de Trust and Safety? Là, je balance une question en vrac. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir déjà, pourquoi Abuse? En fait, simplement, quand l'Internet a été conçu, imaginez, il y a eu tout un tas de protocoles qui ont été mis en place, des protocoles techniques, bien évidemment, pour que les machines puissent communiquer entre elles, mais des protocoles humains pour qu'un technicien d'un réseau puisse discuter avec le réseau d'à côté, parce que ça ne marche pas, le signal ne passe pas. Et il y a des adresses mail qui ont été créées par rapport à ça. Il y en a une un petit peu particulière qui est l'adresse abuse, justement. Donc abuse, donc pour nous c'est abuse@ovh.net. Mais on trouve effectivement abuse un petit peu partout, chez tout le monde, fournisseurs d'accès Internet, etc. Et la petite particularité de cette adresse mail-là, c'est qu'elle n'est pas destinée à une communication de technicien à technicien. Elle est destinée à une communication de n'importe qui vers les gens qui sont derrière cette adresse mail-là. Et donc, par extension, les gens qui traitent la mailbox abuse, ça a été l'équipe abuse. D'accord. Voilà. Elle était déjà destinée à une certaine catégorie quand même de messages. C'était pas contact, arrobase. Non, c'est pas contact, c'est pas contact commercial. C'est pour signaler un contenu ou un comportement abusif qui est réalisé sur un réseau. Et donc, c'est pour dire, par exemple, il y a une page de phishing sur ton réseau, j'ai reçu un spam qui vient de ton réseau, des choses de ce type-là, et de pouvoir transmettre des éléments techniques pour dire, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas un petit peu dans les standards, au début, dans l'éthique, c'est un petit peu plus l'éthique, la moralité au début, avant que la réglementation n'arrive, mais c'était plutôt pour ça. Aujourd'hui, avec les plateformes, les réseaux sociaux, il y a tout ce qu'on appelle l'Internet 2.0 finalement. Il y a un petit changement un peu de paradigme, c'est qu'aujourd'hui, c'est extrêmement facile pour n'importe qui de poster tout et n'importe quoi. En pensant faussement que j'ai un pseudo, je suis anonyme. Et des gens vont avoir des comportements sur les réseaux qu'ils n'auraient pas dans la vraie vie. Sur les plateformes, vous avez toujours un petit bouton signaler. Là, sur le Twitch, tu en as un, normalement, tu as un bouton signalé quelque part qui traîne, qui va donc dans l'équipe Abuse ou aujourd'hui l'équipe Trust and Safety. Et la bascule effectivement vers Trust and Safety, elle doit avoir à peu près 2 ans. Oui, donc c'est assez récent. quelque chose de récent, ouais. La bascule, c'est plutôt un renommage qu'un changement réellement de fonctionnement. C'est pour essayer de se regrouper au niveau international, d'avoir un petit peu les mêmes fonctionnalités et de savoir que si je parle avec l'équipe Trust and Safety de telle ou telle entreprise, on va parler la même langue. On va avoir les mêmes choses, on va se baser sur les mêmes textes juridiques, comme le disait Xavier, mais on va aussi avoir un langage technique qui va être commun.
parce qu'en anglais, Trust and Safety, c'est confiance et sûreté. Donc l'objectif, c'est vraiment d'essayer de se regrouper pour avoir un Internet le plus sûr possible pour monsieur et madame tout le monde. Et donc, on a agi dans l'ombre jusqu'à présent, parce qu'il n'y avait pas forcément besoin qu'on soit sous les feux des projecteurs. Voilà. Aujourd'hui, ça change parce que, changement un petit peu de paradigme, les réseaux sociaux, tout le monde peut poster n'importe quoi. Il faut aussi que les gens sachent que derrière le bouton signaler, il y a quelqu'un qui va traiter le signalement, qui va regarder ce qu'il en est et qui va agir en fonction de la gravité. Et peut-être rajouter un élément, c'est-à-dire que la partie abuse, en tout cas telle que je l'ai connue moi au tout début, c'était vraiment juste la gestion du traitement des signalements, alors que la partie Trust and Safety inclut beaucoup plus que juste la gestion des signalements, mais également la prévention, c'est-à-dire un peu toutes les pages qui vont être pour prévenir de certains comportements, comment se protéger, et en fait aller un peu plus vers ces utilisateurs ou ces clients pour leur expliquer qu'est-ce qu'ils ont le droit de dire ou faire, comment on doit se protéger. Et donc on est passé d'un métier très répondre à comment communiquer auprès de ses clients pour qu'ils se comportent du mieux possible et qu'ils se protègent du mieux possible. D'où le terme de safety, pour reprendre toute cette partie-là de comment on protège, comment on aide par rapport à ces contenus-là, qu'est-ce qu'on met en place pour aider les internautes et ses clients à s'en protéger, comment on fait si on se retrouve pris dans quelque chose de compliqué, comment on fait pour s'en sortir. Donc voilà, donc c'est ça aussi qui est arrivé avec, effectivement, le disait Alexandre, le 2.0. C'est l'arrivée en fait des réseaux sociaux qui a généré cet engagement et ce travail supplémentaire fait par les équipes et du coup donc du changement de nom. D'accord, du coup, c'est une bonne relance en fait pour ma question suivante. C'est d'un point de vue activité, donc justement si on pouvait décrire dans l'équipe donc justement Trust and Safety vos pôles d'activité, si c'est par catégorie globalement, et après potentiellement sur quel type de signalement, si on devait les catégoriser en fait, vous intervenez. C'est une vaste question. Alors la mission principale, ça reste effectivement le traitement des signalements abuse. Donc ça c'est toujours notre mission principale, mais dans les choses un petit peu annexes qui vont être satellitaires, on va aussi intervenir parfois sur la gestion du pré-contentieux. On va apporter une expertise peut-être un peu plus technique. On fonctionne vraiment sur du technico-juridique. Donc on utilise la technique, des techniques de cybersécurité pour vérifier si je dois travailler sur un malware. L'objectif c'est que j'infecte pas ma machine. Donc il faut que je sache me protéger, vérifier si le malware est là sans me faire infecter. Mais il faut que je connaisse le cadre juridique qui me permet de savoir ce que j'ai le droit de faire, ce que j'ai pas le droit de faire, ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas. Donc on a cette partie-là. Il y a certainement des choses qui m'échappent, mais tu compléteras, je pense. Oui, c'est en fait du fait de la complexité aujourd'hui des produits et services que OVH Cloud peut vendre, et de la complexité qu'est devenue aussi Internet par rapport à ce que c'était au début. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui va permettre le traitement d'un cas dépend de l'analyse et de la qualification juridique. Mais pour arriver à qualifier juridiquement la situation dans laquelle on se trouve, il faut une connaissance technique très forte. Et plus ça va, plus cette connaissance technique est pointue. Et derrière, c'est ça qui va nous permettre, avec nos collègues de notre équipe, qui sont juristes, d'arriver à avoir la qualification juridique et à partir du moment où on a la qualification juridique, être en capacité d'appliquer la bonne réglementation ou le bon respect du contrat que le client a signé avec nous. Je reviens justement sur ce mot qualification, parce que j'imagine le process, et j'imagine que pour vous, c'est après le premier point d'entrée qui va être un signalement ou autre, en fait, on porte à votre connaissance une utilisation malveillante ou problématique en fait, de nos infras.
vous avez une étape, vous, déjà, justement, de qualification. Avant qu'elle soit juridique ou légale, déjà, ou technique, c'est comment est-ce que vous procédez, justement. Et qu'est-ce que vous allez voir, qu'est-ce que vous allez toucher, qu'est-ce que vous allez manipuler à ce moment-là. Alors, en fait, nous, on va se baser vraiment sur le signalement, sur ce qui va nous être transmis comme information pour analyser. On a certaines catégories, par exemple, on va avoir une catégorie pour le spam, où là, on va demander certains éléments pour pouvoir savoir quel est le serveur qui a envoyé ce spam. On va avoir une catégorie pour le phishing, que normalement tout le monde connaît, hein, le phishing. On va avoir une catégorie sur tout ce qui va être copyright, donc tout ce qui va être les protections, droits d'auteur, etc. On a une catégorie pour le trademark, donc là c'est vraiment le droit de la marque en soi. On a une catégorie pour les attaques informatiques de type DDoS. On va avoir une catégorie pour tout ce qui va être tentative d'intrusion, les scans de port, essayer de forcer un mot de passe par brute force, des choses de ce type-là. On a une catégorie, je crois que j'en oublie. Attends, qu'est-ce qu'on a? Là, on est vraiment sur le volet technique, mais aussi le volet légal, j'imagine. Enfin, je sais qu'il y a des sujets qui peuvent être très durs et très compliqués, qui soient, on va pas s'étendre dessus, mais les affaires de terrorisme, de pédopornographie, etc., ça fait partie du lot, j'imagine, à un moment dans le... Ça peut faire partie, ouais. Ouais. Mais c'est des sujets qui sont, pour le coup, on ne peut pas trop en parler en public, c'est des sujets qui sont assez sensibles. Et qui sont pris en compte sérieusement par l'équipe. Mais dans les choses un petit peu moins graves, mais qui sont traitées avec tout autant de sérieux, des choses qu'on peut voir beaucoup en ce moment sur du cyberharcèlement ou des choses de ce type-là, c'est des choses qu'on peut recevoir aussi. On peut être amené à recevoir effectivement ce genre de signalement. Et donc là, effectivement, de devoir qualifier, regarder si on a suffisamment d'éléments pour pouvoir déjà nous le transmettre à notre client en disant attention, il y a un utilisateur de ton serveur qui fait n'importe quoi, donc fais le nécessaire. Donc c'est déjà ce premier élément-là, mais aussi de donner aussi un peu les éléments techniques d'investigation pour dire voilà, il y a cette page de phishing, elle est sur ton site web à tel endroit, à telle URL, donc lui, il peut retrouver dans son arborescence pour supprimer la page, mais ça peut être aussi lui dire attention, c'est une page, donc tu es responsable. S'il y a des gens qui se font avoir par cette page de phishing, tu es pénalement responsable des dommages que pourraient subir les potentielles victimes. En fait, je voulais vous emmener là. En fait, c'était pour rappeler un petit peu le but et l'objectif de ces live Twitch, en fait, où on met en avant en fait les équipes et les gens qui sont derrière les équipes et qu'on pourrait dire derrière un bouton, derrière un process, que c'est des humains et que j'imagine que vous avez un accompagnement. Enfin, vous ne vous laisse pas comme ça un petit peu dans la nature à traiter des sujets qui peuvent varier d'une échelle de 0 à 100. Ça peut être assez compliqué humainement à vivre et à porter. Après, j'arrête de vous embêter avec ces sujets-là, mais moi, je trouvais que c'était quelque chose qui me... Parle du livre blanc, peut-être. Ouais, alors, deux points pour répondre à la question. Déjà, première chose, c'est qu'on a une très très forte cohésion d'équipe, qui est indispensable en fait, justement parce que comme on peut être confronté à des sujets assez durs parfois, parfois les journées sont longues parce qu'on n'est pas fonctionnaire. Hein, typiquement, je ne peux pas dire il est 17h, c'est bon, je finis ma journée. Non, s'il y a un truc qui arrive à moins 5. On ne va pas caricaturer non plus le fonctionnariat, mais je laisserai responsable de... Non, mais voilà, tu comprends l'idée. C'est voilà, les horaires peuvent être flexibles, les journées peuvent parfois être longues par rapport à ça. On a effectivement tout un écosystème de professionnels, d'associations, etc., avec lesquels on travaille, justement sur lequel on essaye dans un peu un cercle vertueux de s'entraider les uns les autres. Par exemple, là, il va sortir, là, courant du mois d'octobre, un livre blanc rédigé par l'association Point de Contact, qui va justement parler sur la partie Trust and Safety, sur comment gérer, qualifier les signalements pour du contenu terroriste, du contenu pédocriminel. Donc il y a ça qui va arriver, donc avec une partie sur comment on qualifie, comment on traite les éléments, comment on protège les professionnels aussi qui sont exposés à ces contenus. Parce que voilà, c'est pas anodin d'être exposé à des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on va travailler avec des confrères, où là, pour le coup, il n'y a plus vraiment d'étiquette de concurrence ou de choses comme ça. On est sur des sujets qui sont
parfois suffisamment grave pour dire on met de côté les divergences, on est concurrents, nos sociétés sont concurrentes, mais on est sur un sujet qui fédère, et qui fédère au-delà de la sphère effectivement entreprise, on va fédérer le public et le privé. Donc on va avoir sur des rencontres entre professionnels, on va avoir des fois des personnes, des services publics qui vont venir, police, gendarmerie, CLCTIC, qui vont effectivement venir avec nous, et on va discuter avec eux, on va échanger des bonnes pratiques, des choses de ce type-là. Donc il y a des choses effectivement qui se font un peu à huis clos. Il y a des choses qui sont en cours de construction, qui sont en cours d'amélioration, parce qu'on est sur des choses, il y a toujours une balance à définir sur comment on fait pour éviter ces comportements abusifs sans être sur un comportement de censure. Parce qu'il y a aussi ça, on doit effectivement aussi respecter les libertés individuelles. Donc il y a toujours une balance effectivement à avoir qui va être couverte de plus en plus par du juridique, mais parfois il y a une sensibilité humaine aussi. Donc une personne qui va faire du trust and safety en France n'aura pas forcément la même sensibilité que quelqu'un qui va être en Chine. On n'a pas les mêmes mœurs, il n'y a pas les mêmes règles, il y a des choses qui sont différentes, il y a des règles juridiques qui sont différentes. Et donc c'est comment on essaie d'harmoniser un petit peu ça, de trouver le juste équilibre, ce qui n'est pas toujours évident. Et c'est aussi pour ça effectivement qu'on essaie d'expliquer ce qu'on fait. Alors, je vais peut-être préciser un truc. C'est vrai que c'est assez occidental, parce que tu parlais de la Chine, on ne parle pas vraiment avec les gens de ce pays-là, on est plutôt sur une zone occidentale, avec des contacts un peu partout, avec la même, on va dire, une convergence d'idées et de traitements. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des zones géographiques un peu différentes des nôtres, avec d'autres façons de penser, qui nécessitent des différences de traitement, de fait de lois spécifiques qui sont peut-être moins connues en Occident, ou de traditions. Voilà. Après, il y a des choses qui sont mondiales, unanimes. La pédocriminalité, elle est à peu près traitée partout pareil, de la même manière, et tout le monde se bat. Je ne connais pas de pays qui aurait une position différente. Voilà. Il y a quand même des zones géographiques qui sont plus évidentes pour trouver des convergences, voilà, que d'autres. Mais grosso modo, sur les cas les plus sérieux, il y a un même traitement qui est effectué, quel que soit le pays dans le monde. Bah, merci pour cette précision. On salue nos amis chinois, évidemment. Oui, j'ai pris un exemple à l'autre bout du monde parce que c'était un peu l'exemple extrême, je suis d'accord. Mais voilà, effectivement, j'aurais pu dire États-Unis parce qu'il y a une mentalité américaine et européenne sont un peu différentes parfois, mais c'était pas aussi tranché que je voulais le montrer. Ouais, du coup, en fait, dans ce que tu m'as dit tout à l'heure, tu as pratiquement anticipé ma question suivante. En fait, c'était quelle était justement la limite, en fait, où est-ce qu'on bouge le curseur entre le légal, entre ce qui est défini ou pas. Alors, je ne vais pas dire dans les CGU, dans les CGV. Tu m'as expliqué il n'y a pas longtemps la différence. Donc, on est sur des conditions générales de vente et non pas d'utilisation. Donc, c'est un outil qui va vous permettre aussi de prendre finalement des actions suite à des comportements. Mais quelle est votre sensibilité à un moment pour dire ça, c'est limite, c'est tendance, et à quel moment ça part dans le légal, et du coup, ça fait appel, vous, justement. Ce que tu me disais, je crois, c'est l'impact et les décisions sont prises en équipe, en groupe, justement, sur ces sujets-là. Vous n'êtes jamais tout seul, en fait. Non, en fait, on essaie de ne pas être tout seul. Donc, on a des guidelines qui ont été mis en place au niveau juridique, que la loi a défini, où dans ce cas de figure, bon, c'est plutôt évident, c'est manifestement illicite, donc on n'a pas trop de questions à se poser. Il y a des cas de figure, effectivement, où c'est plutôt gris, donc là, il faut déterminer la nuance de gris.
Est-ce qu'on est sur du gris clair, plutôt blanc? Est-ce qu'on est sur du gris foncé? Et donc là, effectivement, c'est le travail d'analyse et là, le travail de l'équipe de déterminer à quel niveau on est, sachant qu'il y a quand même une petite chose sur laquelle on doit lutter en permanence, c'est que à force de faire ce métier-là, on va voir un petit peu des patterns, des schémas récurrents, où on va détecter des choses, on va dire, ce dossier-là, on va avoir une espèce de pressentiment, un préjugé quelque part sur le dossier, sauf qu'on ne peut pas se fier à ça. Il faut qu'on lutte un peu contre nos instincts psychologiques. Comme un détective finalement qui a son flair, mais à un moment, il va falloir des preuves pour avancer. C'est ça. En fait, nous, il faut qu'on, en fait, dans notre analyse, on essaie de prouver en fait que notre client est innocent. Pour justement lutter contre le fait de, des fois, on va tomber sur un client où il va rentrer dans un pattern à 80%. On pourrait avoir tendance à penser que ça va être effectivement mince, je ne perds mes mots. Ça va être effectivement un comportement abusif, mais si on se fie simplement à notre intuition, la problématique va être peut-être qu'on va avoir une action qui va être disproportionnée. Et ce n'est pas du tout notre objectif. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose de proportionné. Et donc, on va essayer effectivement de démontrer que c'est effectivement une utilisation qui va être légitime. Et si par contre, effectivement, l'analyse démontre que non, là, effectivement, on peut être amené à prendre des actions. Et donc, je vais répondre à la question. Et tu viens de l'avoir, j'allais te la poser justement, la question de Wig Fishkiller. Ouais. Et effectivement, parce qu'on parlait d'action, là on parle de sanctions, voilà, on va voir un peu le distinguo entre les deux, mais je vais te laisser répondre. Justement, du coup, en fait, nous, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va informer le client qu'il y a quelque chose de problématique. Dans les conditions générales de vente d'OVH Cloud, il y a effectivement tout un paragraphe qui s'étoffe d'année en année en fonction de la réglementation qui évolue, qui va déterminer les éléments, les choses, les comportements qui ne sont pas acceptés au sein du réseau OVH et qui va indiquer, alors on ne donne pas forcément la granularité, mais qui va indiquer qu'on peut être amené à prendre une action à l'encontre d'un service d'un client s'il enfreint ces règles-là. Donc on a une certaine granularité d'action. La plus extrême, l'action la plus extrême, si vraiment on est sur quelqu'un qui va avoir pris un service juste pour faire du phishing, on sait qu'il fait que ça et il ne veut pas coopérer, on lui demande de supprimer, il le remet en ligne, etc. On peut aller jusqu'à décider que c'est rupture de contrat et donc on ferme le service ou le compte. Ça, c'est pour les solutions les plus extrêmes. On a des actions intermédiaires qu'on va agir. Alors, je sais que ça va peut-être pas trop plaire, mais un petit peu en mode riposte graduée Adopi, mais dans un mode un petit peu différent. En fait, les premières actions, ça va être plutôt une espèce d'avertissement, mais qui ne va pas être bloquant. Dans la majorité des cas, c'est on met une action, on va suspendre temporairement ton serveur pour te faire réagir, pour que tu te rendes compte que, attends, il y a quelque chose qui ne va pas sur ton serveur, pour que tu puisses regarder ce qu'il en est, tu corriges. Tu nous réponds, ok, j'ai fait ça, je me suis fait infecter par un virus, j'ai corrigé la situation, peu importe. Mais comme ça, ça nous permet de confirmer que tu as pris compte de la situation, tu as corrigé la situation. Une fois que la situation est corrigée, que nous, on peut confirmer qu'elle n'est plus là, on ferme le dossier purement et simplement. Moi, ça me fait penser, je vais rebondir, à moins qu'il y ait d'autres questions, dans ce cas-là, on y répondra tout de suite. Mais est-ce qu'on a une idée de la proportion, en fait, des gens qui se font signaler pour comportement abusif de leurs infrastructures sans qu'ils soient au courant? Parce que là, dans ce cas-là, comment ça se passe? Parce qu'il y en a qui peuvent découvrir que globalement leur infrastructure s'est fait trouver quelque part et que là, les bots se sont installés et voilà, ils utilisent leur machine pour se répandre un peu partout. Je n'aurais pas de chiffres à donner là-dessus. Oui, ça arrive effectivement assez fréquemment que des personnes aient mal sécurisé leur serveur, se fassent pirater, que la machine devienne une machine zombie et qu'elle soit sous contrôle d'un pirate. Ça arrive effectivement assez régulièrement. La proportion, je ne peux pas te donner de chiffres, j'ai même pas au doigt mouillé. Mais oui, effectivement, ça arrive. Fort heureusement, je pense que la majorité des cas de figure qu'on rencontre, on est plutôt sur ce genre de choses. Oui. Sur une utilisation où, si je prends l'exemple d'une web agency,
La web agency, elle va avoir sur son serveur, elle va mettre 10, 20, 30, 40 sites web de ses propres clients. Bon, bah, si elle a un de ses clients qui a un site pourri, bah, tant qu'elle corrige, voilà, c'est pas trop sa faute. Enfin, faut qu'elle surveille ses clients au même titre que nous, on surveille les nôtres. On va pas aller sanctionner punir une web agency parce qu'elle a un client. On va lui demander par contre d'être réactive, de réagir, de nous répondre, de nous dire ok, c'est bon, j'ai isolé la problématique, c'était un WordPress qui s'est fait pirater par exemple, je l'ai mis offline, le temps de nettoyer, de corriger, etc. Tant que le nécessaire est fait, nous c'est ce qu'on demande. Mais c'est voilà, c'est par rapport à ça. Au VH Cloud, on a, de par effectivement notre fonctionnement, les services qu'on propose, on propose de l'infrastructure. On a un certain nombre de clients, pour ne pas dire un nombre certain de clients, qui sont en fait des revendeurs. Ils prennent nos services, ils prennent nos serveurs, et derrière, ils font leur usage à eux, et ils vont revendre cet usage-là à leurs propres clients. Donc parfois, l'utilisateur abusif, c'est le client de notre client. Alors justement, ça me fait penser aussi, bah, on peut faire un jeu, on imagine à un moment, si on imagine la responsabilité légale, c'est une espèce de point, et puis il va se balader un petit peu d'interlocuteur en interlocuteur à l'instant T. On n'est pas au courant, nous, en tant qu'hébergeur, enfin fournisseur d'infra, la web agency n'est pas au courant qu'il se passe un truc, mais pouf, il y a un client qui se fait trouver son site ou qui fait une activité illégale. Il y a un signalement. À partir de ce moment-là, où va la responsabilité? Donc là, j'imagine, ça remonte, ça vient directement chez nous. Alors, pas tout le temps. En fait, le signalement, normalement, il est censé, dans un premier temps, aller au plus près de l'utilisateur. Donc, si par exemple, c'est un client qui propose un forum, Ouais. tu signales un commentaire sur le forum qui ne va pas, ça va remonter donc au modérateur du forum. Donc, le modérateur, par défaut, ça va être l'administrateur du serveur, sauf s'il a une équipe de modération. Si l'équipe de modération ne fait pas le travail, Donc là, la responsabilité est chez eux à ce moment-là. la responsabilité est chez eux. Là, effectivement, il y a possibilité d'escalader un cran au-dessus. Donc là, l'administrateur du serveur, si ce n'est pas le modérateur. Là, on part du principe, admettons dans cet exemple-là, c'est un commentaire qu'il faut supprimer parce qu'il voilà, c'est de l'appel à haine ou quelque chose comme ça. Par exemple, dans ce cas de figure, ça va escalader. Si effectivement il n'y a toujours pas de réponse, bah, l'étape d'après, bah, ça va être VH Cloud. Donc là, pouf, donc là, on devient responsable. Là, en fait, nous, notre responsabilité, on va recevoir effectivement on va avoir cette notion de responsabilité. On va notifier notre client en lui disant attention, sur ce serveur-là, sur ce site-là, tu as un commentaire qui ne va pas. Et donc, en fait, dans le cas du forum, on va dire au modérateur attention, ce commentaire-là, il faut que tu le supprimes. Parce que nous, on ne peut pas le faire. On n'a pas les codes d'accès, on ne peut pas se connecter sur le serveur pour qu'il fasse le nécessaire. Donc, nous, on va désescalader finalement la responsabilité pour la redescendre au juste niveau par rapport à ça. Donc là, c'est un petit peu, tu as l'escalade dans les deux sens en fait. Ok, donc ouais, ok, je vois. Ok, donc à partir du moment où quelqu'un fait, ouais. Ce qu'il faut voir, alors ça va changer, enfin, ça va pas changer, mais ça va être affiné avec donc les nouvelles réglementations européennes qui arrivent, le règlement. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le premier responsable est l'éditeur. L'éditeur, c'est qui? Pour nous, c'est notre client. Notre client, il va éditer, par exemple, un service, comme tu le disais, de forum. C'est lui qui porte la responsabilité de ce que vont dire les 16 utilisateurs sur son produit. Dans le cas où il reçoit un signalement qui n'est pas suivi d'effet par l'éditeur, nous arrivons en deuxième, nous sommes l'hébergeur, et donc nous recevons un signalement. Dès qu'on reçoit ce signalement, nous devons agir dans un délai assez court, qui est donné par la jurisprudence, pour faire cesser l'infraction, voilà, les éléments de langage qui ont été publiés sur le forum. Et c'est à ce moment-là qu'on alerte notre client, puisque nous sommes, comme on l'a dit tout à l'heure, fournisseurs d'infra, et nous ne sommes pas... nous n'avons pas d'action spécifiquement sur une partie de ce qui est hébergé chez notre client, et il va devoir agir vite, ou sinon on devra prendre éventuellement une action de notre part.
Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et à partir du moment où on fait ça dans un délai cohérent, eh ben, notre responsabilité n'est pas engagée. D'accord, j'imagine aussi, même si vous désescaladez la responsabilité, ça implique qu'il y a aussi une escalade de responsabilité. Là, vous pouvez aussi confier ça à d'autres services. Alors, on a une obligation on a une obligation légale, et ça c'est valable aussi pour n'importe quel citoyen français. Un citoyen français, une entreprise, quelque part, est témoin de la commission d'un crime. Nous avons l'obligation de le dénoncer. Voilà. Donc, rentre dans la catégorie crime les contenus pédocriminels. Quand c'est fait par voie électronique, c'est puni de 5 ans supplémentaires, donc on arrive à 10 ans de peine. Ça rentre du coup, ce n'est plus un délit, mais ça devient un crime, et donc nous devons le dénoncer. Voilà, c'est une obligation, et c'est ce qu'on fait, effectivement. Notamment via notre association dont nous avons parlé tout à l'heure, qui s'appelle Point de Contact, qui est une assez ancienne association, puisque moi, Yahoo en était membre en 2000. Donc j'ai travaillé déjà avec cette association-là. Elle a juste changé de nom. On a mis en place tout ça un système qui permet du coup effectivement de pouvoir dénoncer un certain nombre de contenus. Et après, il y a tout un process qui est suivi côté dépôt de plainte, et donc notamment auprès de la plateforme Pharos, qui traite de beaucoup de ce genre de signalement. Voilà. C'est très clair, très limpide, très inquiétant aussi sur une partie de l'humanité, mais très clair. Je regarde s'il n'y a pas de questions. Ah, si, il y a une question. Alors, une question, c'est une question pour toi, celle-là. C'est une question, mais du coup, s'il n'y a que le nom de domaine chez vous et que l'hébergement est ailleurs, alors, c'est quoi la responsabilité? Vas-y, je te laisse faire. Non, alors effectivement, la responsabilité est chez l'hébergeur, c'est-à-dire ceux qui hébergent le contenu. Un nom de domaine seul ne peut pas héberger quoi que ce soit. Par conséquent, il faut aller voir effectivement l'hébergeur. Après avoir alerté l'éditeur, hein, c'est toujours bien considéré que l'ordre de signalement, c'est d'abord l'éditeur, puis l'hébergeur. Mais le nom de domaine seul n'est pas, à moins que le nom de domaine en lui-même soit manifestement illicite, on ne peut rien faire sur un nom de domaine. Alors peut-être préciser cette notion de manifestement illicite. La notion de manifestement illicite, c'est lorsque quelqu'un, et surtout pas un juriste, considère qu'une situation, un cas, un comportement est forcément illégal. Surtout n'importe qui. Et c'est ça, c'est-à-dire quand la notion de illicite, c'est évident pour tout le monde. On n'a pas besoin de se poser la question. Voilà. Oui, c'est ça. En fait. C'est ça. Et c'est la grande base de notre travail, c'est-à-dire que soit le contenu manifestement illicite, c'est-à-dire qu'il est contraire à une loi ou un règlement, ou alors l'autre base de notre travail qui nous permet de prendre action, c'est le contrat. Et si les obligations qu'on donne à notre client de respecter ne le sont pas, alors c'est la deuxième base pour prendre action sur ces contenus ou sur la situation. Je rajouterai une petite chose sur les noms de domaine. Ce qui peut arriver parfois, ça va être tout ce qui va être de l'ordre du typo squatting. Donc le typo squatting, c'est tu vas prendre le nom d'une marque et tu vas rajouter une lettre, tu vas en remplacer une, etc. Donc tu peux avoir une utilisation vraiment pour du phishing, pour essayer d'escroquer les gens, ou tu peux avoir l'utilisation du « j'ai pris un nom de domaine qui est proche d'une marque dans l'espoir que la marque vienne me voir pour racheter le nom de domaine ». Donc il y a toujours des zones de gris en fait par rapport à ça. Sur un nom de domaine, tant qu'il n'y a rien derrière, tant qu'il n'y a pas de site, il y a 9 chances sur 10 qu'on ne soit pas en mesure de qualifier, de dire il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ça me fait sourire parce qu'on a un très bon exemple en fait, et je pense qu'on va contacter les services Abuse de Twitch, parce qu'on a un OVH Cloud qui traîne et
qui est sur un compte de quelqu'un de russe, je crois. Donc, ce qui explique un peu voilà, le nom de notre chaîne Twitch, en fait, le pass qui est vhcloud.com. Voilà, D'accord. c'est rigolo, ça me fait penser à ça. Il faudrait peut-être qu'on relance les services Abuse aussi de l'autre côté. Donc, merci pour le petit rappel. J'avais encore des petites questions, justement. Donc, on a vu, hein, alors c'est très clair et c'est limpide, le fonctionnement et le rôle et voilà, l'activité de l'équipe. Et est-ce que, bon, j'imagine qu'on va retrouver cette activité-là, en tout cas, il y aura des points communs dans les autres entreprises. Et chez nous, je vois un petit peu comment est-ce que c'est organisé. Est-ce que c'est pareil que dans les autres entreprises? Qu'est-ce qui change? Pourquoi? Alors, c'est difficile de répondre à ta question, puisque, comme on l'a dit, on est sur un métier qui est quand même relativement caché, même si on arrive à discuter effectivement avec nos homologues, on n'a pas toujours effectivement l'intégralité du périmètre de chacun. Euh, Sur la partie Trust and Safety, en fonction des entreprises, tu vas en avoir certaines qui vont dire, bah, moi, dans le Trust and Safety, je vais rajouter l'antifraude. Parce que la fraude aux moyens de paiement, pour moi, effectivement, ça rentre dedans. Il y en a certaines qui vont dire, bah, moi, je vais rajouter le département SOC, le département cybersécurité, qui protège mon infra, parce que bah, on utilise les mêmes techniques d'investigation, plus ou moins. Et donc après, ça va dépendre de la politique interne, ça va dépendre aussi de la taille de l'entreprise, qui va dire, soit effectivement, bah, si c'est une taille modeste, peut-être que je vais regrouper ces trois pôles-là qui sont très très proches en une seule unité pour avoir une certaine cohérence. Si tu commences à avoir une entreprise bah, de la taille d'OVH Cloud, typiquement, bah, effectivement, on va avoir des pôles séparés, mais avec des connexions très très étroites, qui fait que bah, on va discuter avec les cousins de chez SOC, avec les cousins de chez Antifraude. On n'est jamais très loin les uns des autres, même si on a nos domaines d'expertise spécifiques. Mais on a effectivement, en tout état de cause, on a cet objectif commun d'avoir un Internet aussi sûr que possible pour monsieur et madame tout le monde. Mais je pensais à SOC ou à la fraude. Ils ne sont pas rattachés au légal. Comme là, c'est une activité légale, en fait, très proche du légal, en fait. Du coup, il y a vraiment les deux pôles d'activité. Oui, alors chez nous, la fraude aux moyens de paiement, on a considéré que c'était financier, donc c'est au département finance. Et la partie cybersécurité est dans l'équipe cybersécurité de la DSI. Nous, on est un département au sein du département juridique qui regroupe un certain nombre de sujets. Donc on a plusieurs équipes au sein de ce département. Donc il y a l'équipe Trust and Safety, mais il y a aussi l'équipe qui s'occupe de tout ce qui va être précontentieux, un certain nombre de contentieux, tout ce qui va être affaires réglementaires par rapport à un certain nombre de nos produits, notamment les produits telco, où il y a une réglementation qui est spécifique. On va être effectivement au point de contact de l'ensemble des autorités, quelles qu'elles soient, lorsqu'elles ont des questions. Donc, bien évidemment, on travaille avec toutes. Voilà, donc on a toute une activité et qui regroupe effectivement différentes personnes et également des juristes. Nous sommes un département juridique. On a un département mixte en fait. Voilà. On a des non-juristes dans le département juridique et c'est dans notre équipe. Du coup, dans votre équipe, si quelqu'un veut vous postuler, avec quoi il vient? Est-ce qu'il lui faut un bagage de juriste? Est-ce qu'il lui faut un bagage technique? Les deux? Est-ce qu'il peut venir avec l'un, il va apprendre l'autre? Est-ce que c'est facile d'apprendre la loi? Les trois, mon capitaine. Qu'est-ce que vous avez comme formation? Il n'y a pas de formation Trust and Safety, c'est une discipline qui a 2 ans, j'imagine que c'est pas encore… Alors effectivement, il n'y a pas de formation académique qui existe. En fait, dans les équipes Trust and Safety, on va trouver majoritairement 2 types de profils. On va trouver effectivement des profils assez juridiques, comme Xavier, qui vont avoir vraiment l'aspect juridique pur, la loi, le respect des conditions générales de vente, etc. On va avoir le deuxième profil qui va être un profil beaucoup plus technique, avec des notions en cybersécurité, etc. Mais quel que soit le profil, il faut avoir des appétences pour l'autre. Parce qu'on a besoin des 2 disciplines. Moi, je suis plutôt technique, mais j'ai besoin de comprendre suffisamment le juridique pour comprendre quand Xavier me parle.
Ah, et Xavier a besoin de comprendre suffisamment la technique pour qu'on arrive à communiquer ensemble. On travaille beaucoup. C'est aussi pour ça effectivement on est sur une unit un petit peu spécifique, un peu hybride, parce qu'on a besoin de cette compétence technico-juridique. Euh, et un peu comme les Jedi, hein, en Par binôme. deux, toujours par deux. Toujours par deux, ils vont. Voilà, on va être en binôme parce qu'on a besoin de cette complémentarité systématiquement. D'ailleurs, on constate effectivement que même les autorités sont en train de se doter de ce même type de binôme. Avoir un technicien avec un officier de police judiciaire. Il y a plein de séries sur TF1 qui sont comme ça. Voilà. Ben, en fait aujourd'hui, c'est vrai que c'est ce qu'on a essayé de mettre en place dans le département, c'est d'avoir forcément un juriste et un analyste qui travaillent sur les sujets, ensemble, par binôme. Aujourd'hui, il y a une complexité juridique et il y a une complexité technique très forte qui pratiquement impose le fait de travailler en binôme. Voilà, donc c'est dans énormément de situations, on travaille à deux. On ne peut pas travailler seul. Parce que c'est très technique et c'est très juridique. C'est parfait comme réponse. Alors, j'ai une question en anglais. Du coup, je vais répondre à la question en anglais. Donc là, je suppose effectivement pour Servez-Heim que tu parles du formulaire abuse. Donc là, effectivement, le formulaire abuse ne permet de signaler qu'une seule IP à la fois. Après, on a d'autres moyens de communication, notamment pour les partenaires, les sociétés de cybersécurité, qui peuvent effectivement permettre d'envoyer effectivement plus d'informations. Mais il va nous falloir systématiquement des logs. Si c'est des attaques, par exemple, il faut des logs d'attaque pour qu'on puisse investiguer. Peut-être faire la réponse en anglais. Plutôt lui dire qu'on va prendre peut-être contact s'il a besoin d'informations. Ouais, je ne sais pas si tu peux, ouvrir un MP avec... If you want to join us by MP or private message, you can send your request and we will answer you for this specific case if you want. We will send you, for example, a web address, mail address in the chat. I am asking to my Wedgie. Maybe just okay. Please send us your mail address and we will answer you just after the live. Yes, in English. In English, if Yes. you prefer. Thank you. Et c'est vrai que oui, on avait prévu de faire le live en anglais. Alors du coup, on va essayer de faire l'effort après de porter une traduction quand il y aura le replay. Vous retrouverez aussi nos replays sur notre chaîne YouTube. On a une petite playlist live Twitch. Et c'est quelque chose qui est au plan. Donc, soon, ça arrivera soon. Du coup, transition. Bah, tiens, transition. Parce que en fait, voilà, ça on n'avait pas abordé. Donc, on a le formulaire abuse qui est disponible en pied de page sur tous les sites OVH. Ah, donc, tout en bas, vous avez signalé un abus. Et là, vous avez le petit formulaire pour faire un signalement. Mais nous avons d'autres moyens, notamment effectivement pour les partenaires, les sociétés de cybersécurité avec lesquelles on a l'habitude de travailler. On va effectivement leur demander d'envoyer des informations par email après s'être mis préalablement d'accord sur le formalisme des messages. Parce que nous, on a besoin d'un certain nombre d'éléments, que ce soit des éléments techniques, des éléments juridiques, pour s'assurer effectivement que la demande est légitime et que ce n'est pas juste je veux faire tomber le site web de mon concurrent. Donc on a ces éléments-là. On fait effectivement, il y a tout un travail préparatoire avec ces sociétés-là, mais généralement ce sont des boîtes de cybersécurité qui sont vraiment spécialisées dans la détection de phishing, dans la détection de violations de copyright, etc. Et donc on va mettre en place effectivement un certain nombre de choses avec eux pour qu'ils puissent envoyer sans passer par le formulaire, pour qu'ils gagnent du temps. Et nous, on va aussi être en mesure de pouvoir avoir aussi des traitements un peu automatisés avec des robots qui vont pouvoir se baser sur les éléments sur lesquels on est d'accord pour faire le transfert en automatique du signalement aux clients concernés. Donc on a des choses comme ça et on a no worry, Servez.
Je réponds en même temps. Vas-y. Et on a effectivement, donc on commence à mettre en place aussi pour des sources de très très haute confiance qu'on connaît depuis longtemps, on commence à mettre en place des API également, ce qui permet effectivement de connecter leurs robots de détection avec nos robots de transmission. Alors, on en est au début. Non, oui, c'est le début. On commence à mettre en place. Il y a des défis techniques Voilà. qu'on n'a pas encore, on n'a pas encore relevé tous les défis techniques. Il y a aussi des défis juridiques parce que par API, il y a des choses qu'on ne peut pas récupérer par API dont on a besoin pour pouvoir travailler. Je pense notamment pour tout ce qui va être la proof of ownership. En français, c'est preuve de propriété intellectuelle. Voilà. Ça, c'est des choses dont on a besoin. Sauf que par API, pour les recevoir, c'est un peu compliqué. Donc, on n'a pas encore trouvé l'astuce. On y réfléchit. Mais voilà, on est sur des choses comme ça. On améliore constamment le système pour le faire effectivement, le faire évoluer et qu'il soit de plus en plus efficace, de plus en plus intelligent. Très bien. Donc justement, tiens, moi je refais le lien avec la discussion du coup qui est en train de se faire dans le chat. Si quelqu'un veut vous joindre justement là par quelle adresse mail on peut vous donner justement pour traiter, on peut la diffuser une adresse mail pour vous joindre ou pour faire une requête spécifique. Sinon, Thierry a donné la sienne, donc il fera le relais en interne. Les adresses publiques, mais c'est... Il n'y a que Abuse, mais le problème c'est que ça va être noyé dans la masse. Ouais. Donc, par rapport à ça. Après, s'il est aussi client, il peut passer par le support client qui nous escaladera. D'accord. Ok, I don't know if you heard that. I remember the pseudo, the tag service I am. Just use the support or support form to ask, and the request will be sent to the abuse service. Thank you. Tiens, je vais répondre aussi à Alexis le Bretois. Très bonne question. Alors le Brestois. Le Brestois. Attention. Ah, excuse-moi. je ne veux pas vexer. Les Brestois. Alex. Il y en a. Alexandre, Alex, on est presque cousins. Alors, bonne question. Effectivement, si un domaine utilise Cloudflare, donc Cloudflare, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un service de CDN. Précise ce que c'est qu'un CDN. Oui. Content Delivery Network, en fait. C'est du stockage de fichiers statiques répartis dans plusieurs zones géographiques afin d'accélérer les taux de téléchargement. Voilà, tout à fait. Donc, tu vois, il sait ce que c'est, donc le CDN. Voilà. Et donc, un CDN, effectivement, va proposer des points de présence un peu partout dans le monde pour accélérer le chargement d'un site web, quel que soit l'endroit où on est sur le globe. Et donc, effectivement, dans un cadre où, effectivement, le domaine utilise Cloudflare, ce qui va se passer, c'est qu'il faut aller sur le formulaire de Cloudflare. Vous faites le signalement chez eux. Cloudflare va connaître l'IP réel, l'IP du serveur. Si l'IP elle est chez OVH Cloud, en fait, Cloudflare va nous adresser une copie du signalement qu'eux ont reçu, en nous fournissant l'IP du serveur. Ce qui va nous permettre, nous, de faire le lien et de savoir que sur ce serveur-là, effectivement, il y a ce domaine-là et on va pouvoir transmettre à notre client la copie du report. Donc ça, c'est des liens, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les communications qu'on a entre équipes Trust and Safety. Donc, on a des liens avec l'équipe Trust and Safety de chez Cloudflare et on communique avec eux. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'ils nous envoient la copie mot pour mot du signalement. C'est-à-dire que toutes les informations que vous allez indiquer dans le formulaire de signalement à Cloudflare nous seront transmises si l'adresse IP est chez nous. Mais mot pour mot, c'est pas on a reçu un signalement de telle adresse mail. C'est vraiment l'ensemble du texte, mot à mot, que vous leur avez envoyé. Donc on a vraiment l'ensemble du signalement. Donc quelque part, c'est votre signalement à Cloudflare, vos signalements à OVH. Voilà. Cloud. C'est ça. Et juste la petite phrase que Cloudflare précise, c'est on a reçu un signalement pour ce domaine qui est hébergé sur cette IP-là. Et comme je disais, on a l'intégralité du signalement. C'est-à-dire que si dans le signalement, vous mettez des informations personnelles comme votre adresse email, nous, on va recevoir votre adresse email. On ne vous répondra pas à vous, mais on répondra à Cloudflare. Parce que c'est Cloudflare qui nous envoie. Mais ça veut dire que potentiellement, cette information, si c'est une information personnelle, potentiellement, elle peut être aussi transmise au client OVH qui utilise le serveur. Donc, il faut faire attention à ça. S'il y a des choses un peu sensibles, évitez de les mettre. Ok, je pense que la réponse est claire en tout cas. Si
Je ne vois pas d'autres questions. Si vous n'avez rien d'autre à ajouter, si vous avez, Bah, je pense on a que... abordé. On a abordé pas mal de sujets là. Ouais. Mais Attends, alors, je reprends mes notes, je sais plus ce que j'avais noté. Hein. de toute façon, on arrive à peu près à 1 heure. À 1 heure. Donc, en tout cas, je vais vous dire un tout grand merci d'être venu Avec plaisir. nous raconter un petit peu votre quotidien, une équipe particulière. J'ai appris énormément de choses déjà en discutant avec vous et encore pendant ce live. Je vous remercie à toutes et à tous de nous suivre aussi régulièrement. Je remercie Stéphane à la régie. Et il n'y a plus qu'à vous dire à bientôt. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, globalement sur nos comptes OVH Cloud FR, sur les comptes X, Twitter, nous sommes sur LinkedIn. Vous pouvez aussi poser vos questions et joindre toutes les communautés techniques et non techniques sur notre Discord. Donc le serveur Discord dont le lien a été fourni en début de chat, mais qui va arriver très rapidement. Et en vous souhaitant une très bonne fin de journée. Alexandre, Xavier, merci beaucoup de votre présence. Merci. Merci de l'invitation. Merci de l'invitation. Et à très bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir.